Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire, Graines de l'Écho, et nous parlons de fiscalité foncière ce soir. Vous êtes bien sur Sud FM, Sen Radio. Bonsoir Hadi. Bonsoir Malik, bonsoir chers auditeurs et auditrices, ravi de vous retrouver dans Graines de l'Écho. Elle représente une problématique extrêmement importante pour l'État du Sénégal, mais également pour l'administration fiscale. Mais l'impôt foncier, puisque c'est de lui qu'il est question ce soir, a toujours été le parent pauvre de la fiscalité au Sénégal. Les recettes de la taxe foncière à Dakar correspondraient à un faible pourcentage par rapport au potentiel et qui reflètent la difficulté à administrer l'impôt foncier et un manque à gagner important. Parmi les obstacles, l'incivisme fiscal. À l'occasion de la campagne sur la fiscalité foncière au Sénégal menée par la Direction générale des impôts et des domaines DGID, nous avons accroché M. Alfousseini Sadio, inspecteur des impôts et domaines, chef de centre des services fiscaux de Dakar Plateau, qui est l'invité de Graines de l'Écho. Bonsoir et bienvenue, M. Sadio. Bonsoir, M. Ndaou. Bonsoir, Madame Ba. Merci pour cette invitation. Tout d'abord, Monsieur Alfousseini Sadio, quelle est la différence entre impôts, taxes et redevances et quels sont les principaux impôts et taxes assis sur le foncier? Merci, Khadi. Oui, il est vrai qu'il y a souvent des confusions sur les différentes natures d'impôts que vous venez de citer. Mais ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que les impôts, les taxes et les redevances sont des prélèvements obligatoires effectués par l'État ou d'autres collectivités publiques, mais ils se diffèrent par leur nature et leur objectif. Alors, pour ce qui est de l'impôt, il faut le considérer comme étant un prélèvement pécuniaire obligatoire sans contrepartie directe pour celui qui le paye. Autrement dit, il ne dépend pas de l'utilisation d'un service public. Il n'est pas non plus affecté à une dépense en particulier, mais concourt au budget global de l'État. Pour ce qui est de la taxe, par contre, elle est un prélèvement obligatoire effectué par l'État ou une autre collectivité publique ou autorité en contrepartie d'un service rendu ou pour l'utilisation de certains équipements publics. Donc on voit toute la différence qu'il y a entre impôts et taxes. Quant à la redevance, elle est une somme versée en échange de l'utilisation d'un service ou d'un bien public. Autrement dit, pour ce qui est de la redevance, elle se distingue des taxes par le fait qu'elle correspond à une utilisation effective et proportionnelle au service rendu. Voilà toute la différence qu'on peut évoquer entre ces trois natures d'impôts. Si on devait résumer, on dirait en réalité que les impôts financent globalement les dépenses publiques sans contrepartie directe pour le contribuable. Les taxes sont liées à des services ou des équipements publics spécifiques. Quant aux redevances, elles sont proportionnelles à l'utilisation d'un service ou d'un bien public. Voilà toute la différence qu'on peut faire de ces trois natures d'impôts. On peut donc dire que c'est des impôts directs. Ces impôts-là sont des impôts directs, impôts, taxes, redevances, parce que j'imagine qu'il y a des impôts indirects, non? Oui, il y a des impôts indirects. Quand on parle d'impôts indirects, on peut tout de suite faire référence à la TVA. Vous voyez tout de suite la différence qu'il y a avec ce que je viens de citer. Absolument. Voilà. Et qui parmi les contribuables sont concernés par la déclaration du paiement de ces impôts? Voilà, dans la panoplie d'impôts fonciers que nous avons, il faut faire peut-être par moment la part des choses. Si l'on prend par exemple la contribution foncière des propriétaires bâtis, naturellement c'est le propriétaire qui est redevable, qui doit payer ses impôts sur la propriété en question. Si par contre je prends l'exemple de la taxe de plus-value immobilière, qui fait partie des panoplies d'impôts fonciers qu'on peut citer, c'est celui-là qui cède en réalité son bien immobilier au profit d'une autre personne. Donc, tous les redevables, le champ d'application est défini par le Code général des impôts. C'est le code qui détermine qui doit payer ses impôts. Éventuellement, s'il y a des exclusions ou des exemptions ou exonérations aussi, c'est le code qui le définit. Mais on le verra tout à l'heure, sur chaque propriété pèse une ou plusieurs natures d'impôts.
quand on est propriétaire d'un bien immobilier que l'on occupe, on doit effectivement la contribution foncière des propriétaires de bâti et quelque part la TOM. Maintenant, quand en plus La TOM, de cette, voilà, d'enlèvement des ordures mélangères, si en plus maintenant de cette occupation on est propriétaire ou le bien que l'on occupe est à usage d'habitation et de location, en plus de cela, il y a l'impôt sur les revenus fonciers qu'il faut également payer. C'est souvent toute la confusion que font les propriétaires. C'est deux natures d'impôts différentes qui n'ont pas forcément la même assiette non plus. Parce que j'ai parlé tantôt de contribution foncière des propriétaires bâtis pour un propriétaire qui ne loue pas, mais qui l'occupe, qui habite. Parce que cet impôt est assis en réalité sur le bien immobilier, sur le foncier. C'est différent de l'impôt sur les revenus fonciers qui est assis sur les loyers ou les revenus tirés de la location du bien en question. Donc, justement, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que celui-là, il est obligé de payer deux fois l'impôt? L'impôt sur le bien, déjà, et l'impôt sur le revenu. Et effectivement. Des Effectivement. deux. Sauf si il est au régime de la contribution globale foncière. On reviendra tout à l'heure sur ça. Mais quand on est propriétaire et qu'on met en location son bien, sa propriété, on est redevable aussi bien de la contribution foncière des propriétés bâties que de l'impôt sur les revenus fonciers si on tire justement des loyers, des revenus de la location du bien. Voilà. Et est-ce qu'il existe un régime forfaitaire ou des exonérations prévues par la loi et quels propriétaires ou immeubles sont-ils soumis à la taxe sur la valeur ajoutée? Merci. C'est une question qui intéresse à la fois beaucoup de choses et c'est une question très importante. Il y a effectivement un régime qu'on pourrait considérer de régime forfaitaire, c'est, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la contribution globale foncière. Parce qu'en fait, à l'image un peu de ce qu'on pourrait appeler la CGU, qui intéresse un peu le secteur informel, on a ce qu'on appelle la contribution foncière, la contribution globale foncière, la CGF, qui est une sorte d'impôt synthétique, parce que regroupant 4 natures d'impôts, l'IR, la CFPB, la contribution foncière des propriétés bâties, l'IMF, c'est-à-dire l'impôt minimum fiscal, et la CFCE. Il faut préciser au passage que c'est un régime optionnel, c'est-à-dire il est permis à un propriétaire d'opter pour cette nature d'impôt. Donc c'est un régime exceptionnel, le régime de droit commun étant l'impôt sur le revenu. Maintenant, il est donné la possibilité au propriétaire d'opter à son imposition à la contribution globale foncière si, bien entendu, ses revenus ne dépassent pas annuellement 30 millions. Parce que le montant pour lequel on peut opter à ce régime d'imposition est limité à 30 millions, la CGF. Voilà. Maintenant, pour les exonérations également, elles sont prévues également par le Code général des impôts. Il y a ce qu'on appelle des exonérations permanentes qui sont limitativement énumérées par le Code général des impôts et des exonérations temporelles qui sont également régies par les dispositions légales du Code général des impôts. Pour ce qui est de la TVA, toute location à usage autre que d'habitation est en principe soumise à la TVA. Je m'explique. Quand le bien est mis en location à usage d'habitation, il n'y a pas de TVA. Mais quand c'est à usage professionnel, par exemple, vous louez votre maison à une structure qui exerce une activité commerciale, la TVA est due sur le montant des loyers. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que le propriétaire collecte la TVA pour le compte de l'État. Mais le redevable, en réalité, c'est l'occupant à usage professionnel. Autrement dit, c'est inclus. Autrement dit, c'est qui paye cette TVA? C'est le propriétaire ou c'est le locataire? Le locataire qui supporte la TVA, le propriétaire est censé collecter la dite TVA pour le compte de l'État. Donc, le redevable légal... Cette TVA-là, elle est inclue dans le loyer, alors? Non, c'est le loyer qui sert de base à cette TVA. À supposer que vous avez une location de 100 000, elle rigole, c'est vrai, de 100 000, vous multipliez le loyer par 12, ça vous donne la base
de la... Vous multipliez les 100 000 constituent le loyer, la base mensuelle de la TVA. Et vous multipliez par 12, c'est la base annuelle de la TVA. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Autrement dit, pour chaque mois considéré, sur les 100 000 francs de loyer, il y a une TVA de 18% que le locataire doit supporter. Mais il appartient au propriétaire de procéder à la déclaration de la dite TVA, donc autrement dit la collecte et au reversement à l'État. C'est pas dans... Là, on fait la distinction redevable légal, redevable réel. Bon, voilà. Pour moi, c'est pas très clair encore. Alors, je vais utiliser le même exemple que vous. Voilà. Vous parlez de 100 000 francs mensuels. Ok. Chaque fin du mois, je donne 100 000 francs au propriétaire. Ça, c'est le montant du loyer. Du loyer. Oui. Mais c'est tout ce que je paye. Ah non, c'est pas tout ce que vous payez. En plus, dans le contrat, vous verrez qu'on distingue souvent le loyer hors taxe de la TVA qui est assise sur la base hors taxe. Et cette taxe est supportée par le locataire. Oui, mais pourquoi c'est pas inclus dans le loyer? Je veux dire clairement, quoi. Mais non. Clairement. Quand vous dites que ce n'est pas inclus dans le loyer, il faut comprendre d'abord le principe de la TVA. Oui. Au moment de payer, ce contribuable paye en plus du loyer de 100 000, la TVA, c'est comme ça que vous bénéficiez d'une prestation où vous allez acheter un bien quelconque ailleurs. Oui. Vous supportez cette TVA qui est inclus dans le prix d'acquisition. C'est la même chose ici. Au moment de payer au propriétaire le montant du loyer, en sus des 100 000 francs, vous supportez la TVA de 18% sur les 100 000 francs. Donc, vous êtes à 100 et quelques de loyer, mais le montant de la taxe, comme j'ai dit, ne revient pas au propriétaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Le montant de la taxe est collecté par le propriétaire pour être reversé à l'État. Ça doit être reversé à l'État, oui, c'est clair. Donc, vous supportez le loyer en plus de la TVA. C'est le montant global que vous versez au propriétaire qui est chargé maintenant de procéder en tant que redevable légal à la déclaration de la TVA collectée auprès de l'occupant. Vous comprenez maintenant? Mais est-ce que c'est respecté? Oui, ça c'est autre chose. Ça nous renvoie à la question qui explique aujourd'hui la sensibilisation que nous faisons autour de l'impôt de façon générale. Exactement. Ça renvoie un peu à ça. Oui, tout à fait. Mais moi, excusez-moi, mais je reviens à ce que je disais. Je vous en prie. Parce que je vous disais que cette taxe de 18%, nous tous, nous sommes locataires, et nous nous rendons compte que nous ne payons pas plus, visiblement, je dis. Mais c'est pour ça que je vous ne devez pas payer cette taxe, vous vous occupez à usage d'habitation. Je l'ai précisé en amont. Non, ce que je vous explique, c'est que les 18%, la TVA, nous ne la sentons pas. Nous qui payons le loyer. Parce qu'on nous dit c'est 100 000 francs, c'est 100 000 francs qu'on donne. Oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est parce que vous êtes locataire à usage d'habitation. Vous n'êtes pas concerné par la TVA. Ah d'accord. Seuls sont concernés. Voilà. Je n'ai pas bien écouté alors. C'est pourquoi j'ai tenu en amont à être précis sur la question. J'ai dit location à usage autre que d'habitation. Ah d'accord. Voilà, c'est pourquoi on ne s'est pas compris. Très bien. Maintenant c'est très clair. Voilà. Alors, les travaux de recherche auraient permis de constater qu'il y a 1 600 000 d'assiettes foncières pour seulement 130 000 contribuables imposés. Autrement dit, le système de mobilisation de la taxe foncière est jugé peu performant, avec des recettes qui correspondraient à seulement 9% du potentiel. Qu'est-ce que vous dites de ça? Tout à fait. Je confirme ce que vous venez de dire. C'est un constat, en tout cas, qu'on avait fait en 2021. C'est à la lumière, justement, de ce constat qu'on avait entrepris le grand programme de recensement national qui avait pour objectif de procéder à un recensement fiscal et domanial des propriétés sur l'ensemble du territoire. Et dans la première phase, le recensement devait couvrir l'ensemble des capitales départementales. C'est le constat triste qu'il faut faire aujourd'hui que beaucoup de Sénégalais ne s'acquittent pas de leurs obligations déclaratives et de paiement d'impôts, notamment l'impôt foncier.
c'est ce qui nous amène aujourd'hui à la DGID à procéder au déploiement d'un ensemble de stratégies, parmi lesquelles il y a le PREAC, c'est-à-dire le plan de renforcement des équipements de l'administration fiscale. C'est ce qui nous avait poussé également à déployer le plan YATAL. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à être dans un pacte, c'est-à-dire le plan d'action à court terme, pour essayer de trouver des solutions ou des réponses à cet état de fait qui est un manque à gagner énorme pour l'État. Vous imaginez, vous l'avez dit tout à l'heure, le pourcentage est très négligeable, alors qu'à mon avis, si on parvenait à atteindre ne serait-ce que le pourcentage de 50%, c'est énormément de recettes pour l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes, en plus de toute la stratégie que nous déployons de façon technique, dans une vaste campagne de sensibilisation pour véritablement atteindre la cible qu'il faut par rapport à la situation de l'imposition des biens immobiliers, appeler et inviter les Sénégalais à se rapprocher de nos services pour qu'on puisse ensemble atteindre, si vous voulez, ce que moi j'appellerais les objectifs qu'on s'est fixés. Parce qu'il s'agit d'un engagement que nous devons avoir vis-à-vis de l'État. Ce qui fait les États comme le nôtre, ce qui fait nos budgets, c'est essentiellement les impôts que l'État collecte. Alors, à ce niveau, si on est à 9% d'imposition des biens immobiliers, vous imaginez aisément le manque à gagner énorme pour l'État. Voilà pourquoi nous sommes dans cette vaste campagne de communication qui explique aujourd'hui ma présence ici, pour sensibiliser davantage les contribuables, notre population fiscale, à un sursaut pour qu'on puisse ensemble accompagner nos autorités dans l'ambition qu'ils ont pour notre pays, laquelle ambition ne pourra être réalisée qu'avec l'accompagnement de la population, par le paiement de nos impôts, entre autres, et un engagement civique. Certainement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. C'est très intéressant parce que je crois que dans votre dynamique de sensibilisation, je crois savoir que si on devait analyser un peu les causes de cet incivisme fiscal, à mon avis, il y a aussi le manque, l'ignorance d'abord. Parce que toutes les populations, on sait que nous avons un taux d'analphabétisme assez élevé au Sénégal. Tout le monde ne comprend pas le but de l'impôt. C'est quoi l'impôt? Tous les Sénégalais ne le savent pas. Ça, c'est une première chose. Mais à mon avis, est-ce que l'obstacle majeur à une mobilisation optimale des recettes ne serait pas lié également aux moyens humains et matériels pour procéder aux recensements fiscaux? Oui, je dirais pas non. En partie, il y a des problèmes de moyens, mais au-delà de la question foncière, qui intéresserait le recensement ou l'assiette de façon générale, je pense que nous devons tous un peu revoir notre comportement vis-à-vis de l'État. Autant on est enclin souvent à avoir des revendications, autant nous devons être enclins également à honorer notre engagement vis-à-vis de l'État par le respect de nos obligations fiscales. Je rappelle au passage que nous sommes dans un système déclaratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui qu'il appartient aux contribuables de se déplacer ou de faire spontanément auprès de l'administration fiscale sa déclaration. Maintenant, ce système déclaratif a son pendant qui est le contrôle a posteriori. Et je pense qu'on devrait tous être animés d'un sentiment de vouloir accompagner les efforts de l'État par notre engagement d'abord vis-à-vis de cet État, en commençant par un engagement civique, surtout pour ce qui concerne l'impôt à payer. Aujourd'hui, 9% de population fiscale qui s'acquitte de ces impôts, c'est extrêmement négligeable. C'est vrai, aujourd'hui, on a tendance souvent à dire qu'on a du pétrole au Sénégal, mais je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que si on parvenait à atteindre toute la cible qu'il faut par rapport aux impôts fonciers aussi, les recettes qu'on tirerait de l'impôt foncier seraient également très importantes comparées
aux recettes qu'on pourrait tirer du pétrole. Voilà pourquoi nous sensibilisons, nous appelons aujourd'hui aussi les populations, notre population fiscale à se rapprocher de nos services. On a tout un dispositif pour accompagner la dite population fiscale quant à ses obligations fiscales. Okay. On a un bureau de la communication qui occupe aujourd'hui l'espace qu'il faut pour sensibiliser, accueillir et donner la bonne information aux contribuables concernés. Au niveau de nos services traditionnels également, on a des services qui s'occupent uniquement de l'orientation, de l'accueil des usagers et de l'accompagnement s'il le faut. Donc tout est là aujourd'hui pour que la population fiscale puisse se rapprocher de nos services et participer, si vous voulez, à l'effort national que nous préconisons tous. Et sans l'État, c'est nous qui faisons l'État d'ailleurs. Absolument. Sans une population, on n'a pas d'État. Donc c'est cette population-là également qui doit s'approprier de ce qui constitue aujourd'hui les ambitions des autorités et publiques. C'est à nous d'accompagner cet effort. Oui, tout à fait. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que quand même, ce que je comprends en tout cas, c'est que vous faites cette sensibilisation, excusez-moi le terme, assis. Je m'explique, hein. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'est déclaratif. Donc, vous attendez que les gens viennent vers vous. Mais est-ce que vous avez imaginé un peu le sens inverse? C'est vous qui devez aller vers les populations pour les sensibiliser. Mais nous le faisons, M. Ndao. Nous le faisons parce qu'en faveur justement de cette démarche, il a été créé au niveau des collectivités locales ce qu'on appelle les commissions de fiscalité locale, qui est constituée de personnes, certes choisies sur une liste que la commune propose par le chef de centre. Et le but, c'était d'être un peu plus proche de notre population fiscale. Okay. Nous organisons régulièrement aussi des journées portes ouvertes. Nous accueillons. Nous ne sommes pas restés assis pour sensibiliser. Nous bougeons. Nous le faisons autant que faire se peut. J'ai juste voulu rappeler que nous sommes dans un système déclaratif pour dire aujourd'hui qu'il appartient également aux contribuables de faire l'effort de venir vers le service d'assiette que nous sommes pour leur déclaration. Mais au-delà, nous avons déployé tout un ensemble de plans de communication. La communication de masse voilà, de masse, les supports, vous l'avez vu, et on a longtemps travaillé avec Khadi sur ces questions-là. Donc voilà, on bouge dans tous les sens pour atteindre l'objectif de sensibilisation. C'est très bien, c'est très bien. Monsieur Sadio, il y a une taxe dite de surtaxe foncière créée pour pénaliser et décourager la spéculation foncière. Quelle est l'ampleur de cette spéculation et que représente la dite surtaxe dans les recettes? Bon, pour ce qui est de la spéculation, je ferai peut-être pas de commentaire dessus, nous le constatons tous. Par contre, pour la nature d'impôt que vous avez souligné, la surtaxe, c'est effectivement un impôt qui est assis sur les biens immobiliers insuffisamment bâtis. Donc c'est vrai, comme vous l'avez dit, ça peut décourager un peu la spéculation, parce que la plupart du temps, les biens qui sont restés sans être mis en valeur sont destinés justement à une spéculation. Effectivement, il y a un impôt appelé la surtaxe qui touche également ce type d'immeuble. La spéculation, je ne dirais pas que c'est à nous, administration fiscale, de trouver la solution, mais ça va au-delà de l'administration que nous sommes. Et je pense qu'on va y arriver avec ce qui se dessine un peu. Et voilà, ça sera bénéfique pour, en tout cas, l'État, pour le service d'assiette que nous sommes également. Ça va peut-être décourager, si les bonnes mesures sont prises, cette spéculation. Et quelles sont les sanctions prévues en matière d'impôts fonciers en cas de manquement? Bon, je dirais que c'est des sanctions de droit commun qui vont du PV, procès verbal de constat, à la régularisation,
par les voies légales de taxation d'office ou de notification de redressement au besoin. Voilà. J'ai l'impression que vous ne voulez pas aller plus loin sur cette question-là. Non, du tout. Je veux bien développer, mais bon, je ne veux surtout pas entrer dans les détails techniques. Peut-être, vous avez juste besoin de savoir s'il y a des sanctions. Oui, il y a des sanctions. Lesquelles sanctions, c'est également prévu par le Code général des impôts. Lesquelles? Ça peut être des sanctions pécuniaires. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est des sanctions pécuniaires. À supposer aujourd'hui que vous avez votre bien qui n'est pas déclaré, on peut appréhender le dit bien ou vous-même par voie de taxation d'office, c'est-à-dire nous avons la possibilité d'apprécier la valeur locative du bien immobilier et appliquer le taux qu'il faut pour régulariser les manquements que nous avons constatés d'office. Ça, c'est la régulation d'office. Par contre, si nous avons assez d'éléments concordants qui nous permettent d'appréhender effectivement la base également, nous le précédons par une régularisation par voie de notification de redressement. Donc voilà un peu les fameux redressements. Alors, à l'analyse des réformes fiscales, quelle est l'incidence de l'harmonisation de la fiscalité indirecte sur les inégalités de niveau de vie? Bon, vous touchez autre chose que la fiscalité foncière. On l'a dit tout à l'heure, vous parlez d'harmonisation. Je crois que vous faites référence un peu à ce qui se passe au niveau de l'IOMOA, mais je préfère qu'on fasse l'économie de cela, puisque aujourd'hui, le but un peu c'est de parler de la fiscalité foncière. Tout à fait. La prochaine fois, si vous voulez, on pourra y revenir. Avec plaisir. Monsieur Sadio, l'impôt est censé améliorer le bien-être social et une bonne partie des recettes doit servir à financer les services sociaux de base de façon à réduire les disparités dans l'accès des ménages à ces services. Or, c'est encore loin d'être le cas. Ben, écoutez, là, vous me demandez d'apporter un jugement, ce n'est pas une question technique. Mais justement, je dirais aujourd'hui, et je l'ai souligné tantôt, vous parlez d'amélioration des conditions de vie des populations à travers un peu la collecte de l'impôt, parce que justement, l'impôt sert à faire face aux charges de l'État, aux charges publiques. C'est pourquoi il a une fonction sociale, oui, économique, sociale et autres. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est vrai, légitimement, nous devons avoir des revendications vis-à-vis de l'État. Mais nous devons aussi nous donner cette légitimité en nous projetant un peu dans l'idée que ce que nous revendiquons vient quelque part des obligations que nous respectons vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nous, populations fiscales, nous acceptons tous de contribuer à l'effort pour l'État de supporter les charges publiques, je pense que aussi l'État sera en mesure de mieux prendre en charge la préoccupation ou les préoccupations des populations. Ce mieux-être justement qui est, si vous voulez, un peu dévolu à l'État par le biais de sa politique qui est déployée à travers un peu les recettes et autres que l'État peut engranger pour faire face à ces charges. Cela doit nous interpeller, nous, populations également, à participer à cet effort. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, autant on est enclin à avoir des revendications que nous considérons légitimes, autant nous devons être enclins également à nous acquitter de nos obligations vis-à-vis de l'État, notamment nos obligations fiscales. C'est pourquoi j'avais dit tantôt, des États comme le Sénégal, le plus important de notre budget, ce sont nos recettes, nos impôts. Et si on a une bonne partie de la population qui participe à cet effort, vous voyez un peu le manque à gagner et les difficultés que tout cela pourrait engendrer. Oui, tout à fait. Mais moi, ça m'inspire. C'est un point de vue personnel. Oui, tout à fait, qui est absolument intéressant. Et ce que ça m'inspire, c'est par rapport à l'évasion fiscale. Oui. Comment vous appréhendez l'évasion fiscale? Et quand je le dis, je pense au secteur informel qui pèse quand même lourd au Sénégal, et éventuellement aussi l'évasion fiscale, comme on l'entend très très souvent, et des contribuables qui ne veulent vraiment pas payer les impôts, quoi.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est en faveur justement de ce secteur dit informel qu'a été créé ce qu'on a appelé un impôt forfaitaire qui est la contribution globale unique. Okay. Et jusqu'à présent, nous constatons, en tout cas, par rapport à ce secteur, constatons un manque à gagner pour l'État. Alors, il y a un effort à faire dans ce sens. Et nous, en tant que service technique, en tout cas, à travers un peu nos différents services, nous essayons autant que faire se peut d'appréhender toute l'assiette qui doit l'être pour une bonne imposition. C'est ça en réalité notre rôle. Les centres traditionnels sont des services, pour la plupart des services d'assiette, qui cherchent justement à élargir autant que faire se peut l'assiette fiscale, c'est-à-dire à toucher le maximum de personnes imposables à travers nos moyens d'action et basés naturellement sur ce qui nous sert de support légal, c'est-à-dire le Code général des impôts. C'est difficile. Cette sensibilisation nous permet également d'en arriver, entre autres moyens d'action. Et vous avez également votre rôle à jouer en tant que presse, la sensibilisation. Et bon, voilà, on va y arriver peut-être. Tout à fait. Tout à l'heure, je parlais des moyens humains, matériels et tout ça. Je pensais au cadastre, par exemple. Est-ce que vous disposez des moyens, par exemple, technologiques aujourd'hui pour mieux gérer justement cette mobilisation des recettes? Oui, la question est très importante. Je pense aujourd'hui, comme le prônent les autorités, nous devons aller vers une digitalisation à outrance de nos services. Vous avez parlé tantôt du cadastre, je vous ai parlé tout à l'heure du PREAC. Oui, aujourd'hui, en tout cas, nos bureaux de cadastre sont assez outillés avec un investissement lourd qu'a fait l'autorité pour les équiper en drones, en matériel topographique à tout point de vue. Tous nos services d'assiette, ça entre justement dans le cadre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de nos stratégies de mobilisation des recettes à travers un peu nos opérations de terrain de tous les jours. Mais au-delà, on gagnerait à créer une synergie ou une connexion autour des services qui tournent autour de la question foncière ou du bloc foncier. Parce que nous ne sommes pas le seul service qui est compétent en matière foncière. Tout à fait. Au-delà de la DGID, il y a d'autres services. Et pour moi, il serait intéressant que d'une façon ou d'une autre, qu'il y ait un link par le biais de la digitalisation. Je m'explique. Aujourd'hui, nous parlons de recensement. Or, si on fait un diagnostic de tous les services qui tournent autour du bloc foncier, on devrait avoir ou on devrait disposer de toute l'information liée au foncier. Parce que ce sont ces services qui dérivent les autorisations de construire. Et qui dit autorisation de construire dit en amont toute une panoplie de dossiers déposés avec l'identification du propriétaire pour qu'il puisse bénéficier. Donc si cette information est traitée comme il le faut entre les différents services qui interviennent autour du bloc foncier, en amont, nous avons l'assiette qui doit nous servir de base à l'imposition du bien concerné et de son propriétaire. Voilà pourquoi je parle de digitalisation. Aujourd'hui, s'il y avait un link entre, par le biais de la digitalisation, l'urbanisme, nos services, la DGID et tous les autres services qui tournent autour du bloc foncier, on aurait eu à temps réel toute l'information sur le foncier. On n'aurait peut-être même pas besoin de faire un recensement. Donc, je pense que nous allons faire cela. Et à terme, si tout le monde s'y met, on va y arriver. Mais oui, vous avez évoqué des questions de moyens. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons été assez renforcés. Je ne dis pas que nous avons tous les moyens de nos ambitions, mais en tout cas, nos moyens ont été considérablement améliorés. Il y a encore à faire. Et je pense qu'on va y arriver. Mais il faut aller vers une digitalisation pour qu'on puisse maîtriser toute la chaîne d'évolution d'un bien immobilier, c'est-à-dire de l'établissement du bail à l'autorisation de construire, en passant justement par tout un ensemble d'opérations qui
permet véritablement aux différents services de détenir des informations utiles à une imposition normale. Tout à fait. Et avez-vous procédé à une évaluation de l'impact des campagnes sur la fiscalité foncière et quel objectif visez-vous pour la présente? Bon, à mi-parcours, je ne pense pas qu'on ait déjà fait on n'a pas encore fait C'est pas la première une fois que évaluation. vous faites une campagne, non? Non, mais pour cette campagne bien précise, c'est pas la première fois que nous faisons une campagne. Oui. Oui, mais pour la campagne en cours, on n'a pas encore fait une évaluation. Puisqu'on n'est pas encore à l'échéance, on ne peut pas faire d'évaluation. Oui, À certainement. terme, oui, on le fera pour voir un peu l'impact. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que après le recensement national que nous avons opéré, nous avons effectivement constaté une amélioration du nombre de codes des propriétés imposables. Donc ça veut dire que le recensement a impacté un peu sur les recettes. Maintenant, pour la campagne à proprement parler, à l'échéance, on fera effectivement une évaluation pour voir ce que ça a donné. La question, si je peux la préciser, c'était par rapport à l'objectif. C'est-à-dire que comme ce n'est pas la première fois que vous faites des campagnes, depuis le temps que vous en faites, la logique aurait voulu qu'avant d'en refaire, que vous fassiez une évaluation de ce que vous avez déjà fait pour savoir justement voilà. Vous Bon, comprenez oui, ce que je veux dire? mais c'est parce qu'elle a dit l'évaluation de la campagne que je me suis référé à la campagne en cours. C'est pour ça que je précise. Oui, c'est la campagne en cours. L'évaluation de l'impact des campagnes que vous avez déjà eu à faire. C'est ça. Et après, quel objectif visez-vous? Visez-vous L'objectif cette pour nous aujourd'hui, c'est d'atteindre toute la cible imposable. C'est ça notre ambition. Ok. Toute la cible imposable. C'est illusoire, mais nous pouvons le faire. Quand je dis la cible imposable, je ne dis pas qu'on soit à 100% d'imposition de toute l'assiette. C'est impossible. Ouais. Parce qu'il y a des considérations autres que techniques, Bien mais sûr. qu'on puisse atteindre un niveau d'imposition normal. Tout à fait. Nos campagnes sont souvent accompagnées d'opérations sur le terrain. Ah, En réalité, aujourd'hui, tous les centres sont sur des recensements ciblés ou des recensements organisés. ok. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, après tout cela, effectivement, pour l'année 2024, nous avons constaté une évolution du nombre de codes, du nombre de biens imposables. Parce qu'on a eu le recensement PAGCF, on a eu le recensement récent RNPI dans le cadre du plan Yatal, effectivement. Il y a eu des résultats positifs, mais nous voulons faire mieux. C'est pourquoi nous continuons la sensibilisation et nous continuons également les opérations de terrain. Ok, très bien. Puisque vous êtes là, on va profiter de votre présence pour insérer quelques questions peut-être subsidiaires concernant qui dit foncier dit loyer. Oui. La problématique du loyer au Sénégal, on la connaît. C'est assez compliqué, assez complexe. Alors, on parle souvent de surface corrigée, etc., etc. Quel lien on peut faire par rapport à ce que vous faites? Mais écoutez, je considère que je ne suis pas la voix autorisée à parler de la question du loyer. Vous me permettrez de me soustraire à votre question. Très bien. Mais bon, je peux avoir une appréciation personnelle. Oui, nous le constatons tous. Le loyer à Dakar, c'est véritablement problématique. Ce que je veux dire, c'est l'État que avait surtout essayé les surfaces corrigées dont on parle, c'est lié au foncier. Oui, Donc, tout est lié au foncier. Quand vous parlez du loyer, c'est forcément lié au foncier. Oui. Mais quand on dit le foncier, comme je l'ai dit tantôt également, en tant qu'administration, nous ne sommes pas les seuls oui. acteurs, les seuls intervenants. C'est une panoplie de services Bien qui sûr. intervient Bien sur sûr. le foncier. Et donc, je ne peux pas aujourd'hui me prononcer Oui, par bien rapport à mon position sur les questions de loyer. C'était une Mais c'est une provocation. question que nous constatons tous, je sais. Je voulais vous provoquer. Nous le sentons tous. Hein. Merci. Non, vous ne le sentez quand même pas trop. Ah, mais pourquoi pas? Ah, parce que c'est vous qui avez le foncier. Ah non, ça veut rien dire. Ah bon? Khadi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a en charge la gestion du foncier qu'on est forcément Eh ben propriétaire. voilà. Hein. Non, c'est des suppositions souvent à notre encontre. Des suppositions qui ne sont pas forcément fondées, malheureusement. N'est-ce pas? Mais bon, on aura le temps d'en discuter la Absolument. prochaine fois. Inch'Allah. En tout cas, c'était un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Khadi. Vraiment, c'était
parfois complexe, quelquefois compliqué, la fiscalité foncière permet à l'administration de redistribuer la richesse au profit des démunis et de réduire ainsi l'inégalité entre les administrés. Encore que dans l'idéal, l'accent devrait être mis sur l'effet de redistribution de l'ensemble des taxes et des dépenses publiques. Nous en savons un peu plus en tout cas avec les éclairages de M. El-Fousseini Sadio, qui, je le rappelle, est inspecteur principal des impôts et domaines, chef de centre des services fiscaux de Dakar Plateau, qui nous a fait l'honneur d'être notre invité ce soir, Khady, n'est-ce pas? Oui, Malik, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Les graines de l'écho revient. Merci à Hassan Ouad pour la gestion technique. Grand merci à vous, madame, monsieur. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain. D'ici là, prenez-en de la graine et portez-vous bien. Au revoir. 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 Et portez-vous bien. Au revoir.